Yes, I'd just like to say, my brother knows Karl Marx. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme une History. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la chanson Tranche de vie de l'artiste François Béranger. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'entendre ce morceau, je vous propose de l'écouter dans son intégralité avant de vous lancer dans l'émission. Pour cela, cliquez sur le lien situé en dessous de la vidéo. Fils d'un résistant ouvrier et d'une mère couturière, François Béranger est né le 28 août 1937 à Amilly, dans le Loiret. Débutant sa carrière dans les usines Renault, dès l'âge de 15 ans, il se tourne rapidement vers le théâtre amateur avant de s'orienter vers la chanson contestataire. C'est ainsi qu'en 1968, il enregistre son premier album nommé Tranche de vie. Dans une chanson éponyme, il décrit la trajectoire sociale de ses parents ainsi que de sa jeunesse. Plus qu'une biographie, c'est une analyse de la société française au tournant des années 1960-1970 que nous livre François Béranger dans ce morceau. Ainsi, l'étude de ce texte nous permet de questionner les bouleversements sociaux de son époque. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Dans ce couplet, François Béranger met en avant l'un des grands bouleversements de la France d'après-guerre, l'exode rural. En effet, la population recule de 43 à 35% en une quinzaine d'années. Les villages, tels que celui imaginé par le chanteur, se vident de leurs habitants et voient peu à peu leurs services, écoles, postes, commerces, disparaître. Ce changement s'explique par la transformation économique que connaît alors la France. La mécanisation entraîne une baisse de la main-d'œuvre agricole, alors que la reconstruction du pays et le développement d'un renouveau industriel nécessitent une forte main-d'œuvre dans les usines, situées en périphérie des villes. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Fort de cette croissance démographique, les grandes aires urbaines, et en premier lieu Paris, ont bien du mal à accueillir tous ces nouveaux venus qui se massent dans les banlieues. François Béranger profite de ce couplet pour mettre en avant la question des inégalités sociales. En prenant l'exemple de la capitale, il oppose deux banlieues et deux réalités sociales de l'époque. D'un côté, nous pouvons distinguer la misère ouvrière, qui touche une partie importante des habitants des villes telles que Nanterre. Une majorité de ces derniers vivent alors dans des bidonvilles et travaillent dans les ateliers automobiles des usines Simca ou Citroën. De l'autre, nous trouvons les quartiers riches tels que Passy, situés entre la Seine et le Bois de Boulogne, où se concentre une population plutôt aisée. Le chanteur profite de ce couplet pour aborder également la thématique de la reproduction sociale. Ce concept sociologique signifie, dans les grandes lignes, qu'un enfant est prédisposé à occuper une position sociale identique à celle de ses parents. On le retrouve chez le personnage de François Béranger qui, 15 ans après sa naissance, devient ouvrier d'usine tout comme l'était son père. Cela reflète la réalité de l'époque. En effet, selon les chiffres de l'INSEE, les hommes nés dans l'immédiate après-guerre de parents ouvriers qualifiés sont pour plus de la moitié devenus eux-mêmes des ouvriers. Cela est d'autant plus visible pour la population féminine où la reproduction sociale atteint les 65%. Cette question a notamment été travaillée par le sociologue Pierre Bourdieu, qui a enrichi la notion de reproduction sociale dans un sens beaucoup plus large. En effet, au-delà de la richesse économique transmise par la famille, il souligne l'importance de la transmission culturelle. Dans une société française de la seconde moitié du XXe siècle, où la reproduction de l'ordre social repose de plus en plus sur l'école et les études supérieures, l'importance de la transmission culturelle par la famille serait déterminante dans la réussite scolaire des enfants, et donc
dans la position sociale de chacun d'eux. Si on peut lui reprocher une vision trop déterministe, il n'omet pas de préciser que les individus disposent, bien entendu, d'une certaine capacité à agir sur leur héritage et à s'en distancer. Matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayez donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Au-delà de la misère ouvrière et du déracinement culturel subi par les familles issues du monde rural, François Béranger met également en avant l'explosion démographique que connaissent les pays d'Europe de l'Ouest après-guerre, dans ce que l'on nomme le baby boom. Ce phénomène est lié à une forte croissance de la natalité entre les années 1950 et 1970, qui viennent bouleverser la société française. Un des premiers effets est par exemple l'explosion du nombre d'enfants scolarisés. Cela entraîne la nécessité de construire de nouveaux établissements et de recruter massivement du personnel enseignant. Pour parfaire mon éducation, y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le système éducatif est d'ailleurs au cœur du couplet suivant. François Béranger y critique avant tout le système scolaire de son époque. On l'a dit, le baby-boom entraîne la construction rapide de nombreux établissements scolaires appelés des écoles communales. Ces dernières sont construites rapidement, de manière presque industrielle, à l'aide de structures préfabriquées en béton. C'est notamment le cas dans les villes nouvelles et les banlieues des grandes aires urbaines comme Paris. On le retrouve effectivement à Nanterre. Au détour d'une phrase, l'auteur met en avant l'usage du châtiment corporel chez le corps enseignant comme sanction éducative et comme incitation aux apprentissages. Il faut reconnaître qu'avant la refonte du système éducatif et du rôle de l'enseignant à la fin des années 1960, les violences des instituteurs et institutrices envers les élèves étaient monnaie courante. Enfin, François Béranger clôture ce couplet par la mise en perspective du cosmopolitisme des cités ouvrières et la question des migrations. Entre 1950 et 1970, les gouvernements français encouragent l'immigration pour faire face à une pénurie de main-d'œuvre dans une période d'expansion économique. Les populations dites arabes, c'est-à-dire des pays du Maghreb, et portugaises, sont les deux grandes communautés d'immigration en France à cette période. Pour rappel, le Portugal était sous l'emprise d'un régime dictatorial, hérité de Salazar. C'est alors un pays à dominante rurale, où une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Par ailleurs, le régime est engagé dans une violente guerre coloniale en Angola. Afin de préserver sa colonie, le pays puise dans ses ressources économiques, mais aussi humaines. Les jeunes hommes étant destinés à servir dans l'armée dans le cadre de leur service militaire. Tous ces facteurs expliquent qu'une partie de la jeunesse souhaite fuir le pays. Ainsi, le nombre de migrants portugais en France passe de 20 000 en 1954 à 760 000 en 1975. Ces derniers sont accueillis à bras ouverts par le gouvernement français qui, jusqu'en 1974, régularise leur situation de manière quasi systématique. S'ils trouvent facilement du travail, notamment dans les usines et les secteurs du bâtiment, ils vivent dans des conditions souvent misérables et dorment dans des bidonvilles aux périphéries des grandes villes, comme celui de Champigny, près de Paris. Derrière le terme d'arabe, François Béranger fait référence à la communauté maghrébine, qui elle aussi connaît une croissance migratoire durant cette période. Si la question de la demande en main-d'œuvre est similaire à l'immigration portugaise, il est à noter que cette migration est également liée à l'histoire coloniale de la France, dans les territoires nord-africains, et plus encore en Algérie, qui vient juste de gagner son indépendance en 1962. De fait, il existait bien avant cette période une migration de travail entre le continent nord-africain et la France. De même que la communauté portugaise, beaucoup de travailleurs maghrébins vivent dans des bidonvilles, à l'exemple de ceux de Nanterre. Pour faire face à cette crise du logement, une politique d'urbanisme pilotée par l'État se met en place dans les années 1950.
Elle reposait sur la construction rapide et peu coûteuse d'immeubles rassemblant par moment plus de 1000 logements, composés principalement d'HLM, des habitations à loyer modéré. Cependant, dans son analyse de l'ouvrage Nanterre, du bidonville à la cité, Victor Pereira souligne que, dans une perspective non dénuée de postulats racistes, les autorités considèrent que tous les immigrés ne sont pas prêts pour vivre dans des logements HLM et doivent en conséquence passer par un dispositif intermédiaire, les cités de transit. Celles-ci sont fondées au milieu des années 1950. Elles sont destinées à loger des populations considérées par les autorités comme marginales. Conçues initialement pour y loger temporairement des immigrés habitant jusqu'alors dans les bidonvilles, ces cités sont parfois bien peu transitoires et perdurent parfois plusieurs décennies. Certaines n'ont été détruites qu'en 1986. À travers ce couplet, l'artiste souligne donc les problématiques inhérentes aux infrastructures et aux logements conçus à la va-vite au détour des années 60, tout en valorisant la mixité sociale existant dans ces villes ouvrières. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Cette période voit naître l'émergence culturelle d'une nouvelle catégorie sociale, l'adolescence. Située entre l'enfance et l'âge adulte, elle s'organise autour d'un système de valeurs qui lui est propre, dans laquelle les magazines, la radio et la chanson ont un rôle déterminant. Néanmoins, le personnage de François Béranger se situe en amont de cette révolution socio-culturelle. Il souligne en effet un passage brutal de l'enfance à l'âge adulte, avec cette bascule de l'école au travail qui touche avant tout le monde ouvrier et paysan. Il faut savoir qu'au début des années 60, l'obligation scolaire ne s'applique que jusqu'à 14 ans, âge supposé de l'obtention du certificat de fin d'études primaires. Ainsi, de nombreux jeunes sont amenés à suivre la voie de leurs parents et entrent dans le monde du travail. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de Bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr la maison Poulaga, Agrippa mon premier faux pas, ça tombe bien mon pote t'as de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Ores Kabylie Mitidja, y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Dans la continuité du couplet précédent, François Béranger critique cette condition ouvrière qu'il ne peut plus supporter. Cela le pousse à une certaine forme de révolte qui s'organise au sein d'un groupe qu'on appelait alors des bandes. Situées entre le monde de l'usine et celui de la petite délinquance, elles sont à la fois issues du monde ouvrier tout en y restant à la marge. L'exemple le plus fameux est celui des années 50-60 autour de ce qu'on appelait les blousons noirs. La violence et le refus de l'autorité caractérisent ces bandes et cela se retrouve dans les propos du chanteur. Toutefois, si les blousons noirs sont associés à l'émergence de la musique rock'n'roll en France, François Béranger, lui, met en avant une figure beaucoup plus romantique, celle d'Aristide Bruant. Ce chansonnier de la fin du 19e, début 20e siècle, valorisait dans ses chansons le petit peuple et les marginaux, en usant d'un argot populaire. François Béranger tend sans doute ici à mettre sa chanson, et sa carrière, dans les pas de ce grand chanteur. La deuxième partie fait elle référence à la guerre d'Algérie. Ce territoire, colonisé par la France en 1830, puis décrété département français en 1848, est soumis à une contestation d'indépendance. Dans ces départements français, règne en effet une discrimination entre citoyens français et la grande majorité de la population regroupée sous le titre de musulmans d'Algérie. Ces derniers vivent dans la plus grande précarité et subissent des inégalités sociales et politiques. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des mouvements de protestation se sont accentués pour demander l'égalité ou l'indépendance. Des groupes se sont également structurés, comme le FLN, le Front de Libération Nationale,
qui dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 1954 réalise une série d'attentats sur l'ensemble du territoire. C'est le début de la guerre d'indépendance algérienne. Si le gouvernement français réfute ce terme, il mobilise néanmoins l'armée afin de mater cette contestation. C'est principalement les jeunes du contingent qui sont envoyés combattre les mouvements d'indépendance. Ces jeunes hommes sont appelés à servir dans l'armée dès leurs 20 ans, pour une durée de 18 mois, une période qui sera rallongée jusqu'à 30 mois durant le conflit. Si des résistances et des mouvements d'insoumission ont lieu, un grand nombre de jeunes Français sont alors entraînés dans un conflit et un territoire dont ils ne connaissent presque rien. Sur place, ils y découvrent et pratiquent la violence, les actes de torture et de barbarie qui sont plus que fréquents, notamment dans les régions éloignées des centres urbains dont parle le chanteur. Ce sont ces mêmes régions où se cachent les combattants du FLN. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier, y a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé, faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Cette guerre, qui ne dit pas son nom, marque les corps et les esprits, comme le laisse supposer le début du couplet. Arrivé au pouvoir en 1958, durant cette crise politico-militaire, le général de Gaulle prend peu à peu la décision d'ouvrir la discussion avec le FLN afin de trouver une porte de sortie à ce conflit. Cela aboutit à la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962, ce qui ouvre la voie à l'indépendance de l'Algérie. Toutefois, à la fin des années 1960, le général de Gaulle est de plus en plus critiqué. Cela se perçoit plus particulièrement chez la jeunesse étudiante, qui remet en question son pouvoir personnel ainsi que le conservatisme dans lequel la France semble être plongée. C'est ce thème que développe le chanteur à la fin du couplet. Les pavés dont il parle sont ceux de Paris, et plus précisément ceux du quartier latin, que les étudiants jettent alors sur les CRS lors des violents affrontements qui ont lieu en mai 1968. On l'a dit précédemment, la France, comme l'ensemble des pays développés, connaît à partir des années 50 une expansion économique qui profite à un grand nombre de ménages. Cet enrichissement accompagne le développement d'une société de consommation qui est pourtant rejetée par une partie de sa jeunesse. Loin de la dualité qu'offre alors le monde de la guerre froide, entre le modèle états-unien et le modèle soviétique, un bon nombre de jeunes, notamment étudiants, se révoltent en prenant exemple sur la Chine maoïste ou sur les mouvements anarchistes. Placés à l'extrême gauche, au-delà de l'échiquier politique traditionnel, ils sont qualifiés de gauchistes par la presse de l'époque. À l'instar des pays occidentaux, la France connaît un bouleversement social et culturel d'envergure, qui s'observe par un embrasement du mouvement social durant le printemps 1968. Les flics pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt, le crâne, le ventre et les roustons. Enfin quoi, vive la nation, le juge m'a filé 3 ans de caisse. Rapport à mes antécédents, moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Restant focalisé sur les événements de mai 1968, ce couplet reprend la thématique des violences policières. Alors que la mémoire des manifestations 68ardes reste associée à une image d'un mouvement pacifié, des chercheurs tels que Lilian Mathieu ont essayé de questionner la violence qui fut au centre de ces mouvements contestataires. Il prend soin de rappeler que les manifestations parisiennes sont encadrées par le préfet de police, qui est alors Maurice Grimaud. Ce dernier a remplacé Maurice Papon en 1967. Cette nomination, voulue par le général de Gaulle, doit déboucher sur une nouvelle organisation des forces de police, ainsi que sur une nouvelle approche quant aux pratiques policières, notamment en matière de maintien de l'ordre. Pour rappel, la préfecture de police sous Maurice Papon est marquée par les massacres des manifestants algériens le 17 octobre 1961, ou encore celui de Charonne le 8 février 1962. Ce soir-là, en pleine guerre d'Algérie, les syndicats et les partis de gauche appellent à une manifestation massive. Celle-ci est organisée en réaction aux attentats commis la veille par l'OAS, l'Organisation armée secrète, un mouvement favorable à l'Algérie française.
Cette manifestation est interdite par la préfecture. Maurice Papon met en place une stratégie offensive pour contrer les manifestants venus malgré tout en grand nombre place de la Bastille. Les charges de police, notamment dans la station du métro Charonne, où s'étaient réfugiés des manifestants, feront 9 morts et plus de 250 blessés. Maurice Grimaud prend donc sa fonction avec une stratégie de maintien de l'ordre quelque peu différente. L'objectif étant l'évitement de la violence directe par mise à distance et neutralisation de l'adversaire. Ce n'est que lorsque cette stratégie de mise à distance échoue que cette arme de combat rapprochée, qu'est la matraque, est supposée être utilisée. Toutefois, dès les premiers jours de mai 1968, les charges policières sont marquées par une grande violence. Face à des mouvements étudiants qui ne sont ni planifiés, ni structurés, comme peuvent l'être les manifestations syndicales, le processus de pacification mis en avant par Grimaud est vite oublié par les forces de l'ordre. Celles-ci déploient une stratégie de corps à corps entraînant de nombreuses victimes. Ainsi, bien que la mémoire des événements de mai 1968 conserve l'image d'un mouvement pacifique, où justement la politique de Maurice Grimaud aurait permis d'éviter tout débordement dans la capitale, Fabien Jobard, dans l'ouvrage 68, une histoire collective, met plutôt en évidence un contexte de violence au sein des manifestations et de leur répression, avec son lot de blessés et de morts. Il faut par ailleurs souligner que les violences semblent être plus importantes en dehors de la région parisienne, notamment dans les bassins ouvriers. C'est le cas par exemple aux usines de Sochaux, où l'on dénombre 2 des 7 morts de mai 1968. En tôle, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocage. C'est le village de Saint-Martin, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Enfin, dans son dernier couplet, François Béranger parle de son séjour en prison. Cela nous permet de jeter un œil sur l'état du système carcéral en cette fin des années 1960. Dans un article publié dans l'Express le 29 avril 1968, Jacques de Rogy fait le constat suivant. La moitié des 177 prisons françaises n'ont ni chauffage ni sanitaire. Celle de Bastia date de 1515. Il n'y a que 24 000 places pour un effectif moyen de 35 000. C'est dans ce contexte que la nécessité de nouvelles infrastructures carcérales voit le jour, à l'exemple de l'inauguration en 1968 de la prison, alors moderne, de Fleury-Mérogis. Au-delà de cette modernisation, la période est surtout marquée par les grandes révoltes carcérales des années 70. Celle-ci débute dans l'établissement pénitentiaire de Toul en décembre 1971, avant de s'étendre à de nombreuses prisons françaises où des mouvements collectifs s'organisent. Si les raisons peuvent varier, on retrouve une constante dans les revendications des prisonniers. L'amélioration matérielle des conditions de détention ou encore la critique d'une discipline jugée archaïque. Le mouvement prend la forme de grève de la faim, de refus de travailler ou encore de la révolte. Ce mouvement atteint son paroxysme en 1974 à la prison-école de Luce qui accueille des jeunes condamnés de moins de 30 ans. Le 25 juillet, une émeute éclate au sein de l'établissement pénitentiaire. Il faudra 2 jours aux forces de l'ordre, appuyées par un régiment de fantassins, pour établir l'ordre. Ces mouvements feront date et obligeront le nouveau gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing à développer une nouvelle politique carcérale. Ces réformes sont mises en place dès 1975 par le nouveau garde des Sceaux, Jean Le Canuet. Elles s'articulent autour de l'amélioration et libéralisation des conditions de détention et l'assouplissement des mesures d'aménagement d'exécution des peines. Ainsi, par le prisme de la trajectoire sociale d'une famille rurale venant s'installer en banlieue parisienne, François Béranger nous permet de mieux saisir les grands enjeux de cette période. Le conflit algérien, les contestations sociales et culturelles de la jeunesse, ainsi que les conditions de vie des populations marginalisées, à l'image des populations immigrées. Cette France en recomposition, dans cette fin de période que l'on présente comme les 30 Glorieuses, l'artiste nous la décrit avant tout à travers son histoire personnelle, orientée autour de la jeunesse et du monde ouvrier. Plus que cela, il les questionne, et notamment dans le refrain
où l'auteur marque la perte de sens et de repères de sa génération. Cette thématique est d'ailleurs à mettre en lien avec la pensée philosophique d'Albert Camus. Né en 1913, en Algérie, il devient l'un des intellectuels majeurs de la France d'après-guerre. À travers ses œuvres, Camus met en avant le concept de l'absurdité de l'existence, contre laquelle l'être humain devrait lutter. À l'analyse de sa chanson, nous constatons que le personnage de François Béranger est à considérer à l'instar d'un des personnages des œuvres de Camus. Balayé par la vie ouvrière, la guerre d'Algérie et l'expérience carcérale, la vie de son personnage se marque par la révolte permanente et l'analyse critique de son monde qui, dans ces années 60, est en pleine mutation. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.